Les artistes sont incroyables. Rien d'imparfait. Chaque image qu'ils nous montrent sont d'une maîtrise folle. C'est à ça d'ailleurs qu'on les reconnaît. Euh, alors, comment dire? C'est plus compliqué que ça, mais voyons ça ensemble dans l'épisode du jour. Âme d'artiste, le podcast chill qui s'intéresse au tréfonds de ton âme et à la créativité. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Âme d'artiste, le podcast qui creuse les tréfonds de l'âme et de la créativité, et qui cette année décide de mettre de bons pieds-bouches aux mythes et idées reçus dans le métier de l'illustration. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel dans notre univers créatif, le mythe de l'artiste parfait. Un artiste qui réussit, c'est soi-disant un artiste qui transforme chaque trait en magnifiques œuvres. Lorsqu'il ou elle démarche, c'est tout de suite des centaines de contrats qui tombent du ciel. Et au niveau de la fame, oh là là, je ne vous en parle même pas, c'est la folie. Dans notre métier, c'est souvent vrai, on ne montre que le résultat final, le succès, tandis que les tests, les ratés et ces instants de doute restent bien cachés. Mais est-ce que ce n'est pas nuisible à l'image de notre métier ? Si tout devait être parfait, où serait la magie de la création ? Et comment pourrait-on donner envie aux débutants et débutantes de se lancer ? C'est pour ça qu'aujourd'hui dans Âme d'artiste, on va se salir les mains, assumer les croquis moches et aussi assumer que les crocs c'est hyper confortable, mais vous le verrez aussi, on va apprendre à faire du vélo et à montrer l'immontrable. Donc, dans cet épisode, nous verrons comment la pression de toujours être au top, alimentée peut-être par une image lisse et romantisée sur les réseaux sociaux, peut nous empêcher de partager notre vrai processus créatif. Nous discuterons aussi de l'importance de dévoiler nos erreurs, de transformer nos chutes en tremplin vers la réussite, et pourquoi oser montrer l'immontrable pourrait bien changer notre manière de créer. Alors, prêt à briser les codes et à célébrer l'imperfection ? Alors, let's go ! L'histoire est écrite par les vainqueurs. Vous la connaissez cette maxime, non ? Eh bien, elle peut être tristement vraie aussi dans notre métier. Et ce n'est pas forcément la faute des 10 vainqueurs, comme vous allez le voir. C'est un peu plus compliqué que ça. Nous, les humains, remplis de contradictions, on aime ce qui est beau, lisse et parfait. La perfection nous excite, tant tout semble si bien ordonné. On adore l'idée de vivre dans un monde où tout sort de notre tête et se pose délicatement sur la feuille comme par magie. Mais, spoiler alert, ce n'est évidemment pas le cas. Non, rien ne sort tout cuit de la cuisse de Jupiter. On parle rarement de celles et ceux qui expérimentent, qui échouent et tirent des leçons pour avancer. Non, ce qu'on met en avant, c'est la réussite, souvent présentée comme instantanée, unique, un but à atteindre coûte que coûte. Et si vous n'y arrivez pas, les 99 tentatives précédentes sont juste considérées au mieux comme des choses à garder pour nous, ou au pire comme des pertes de temps à jeter à la poubelle. À mon avis, tout ça vient d'un manque flagrant de témoignages sur le sujet. On parle peu de celles et ceux qui essaient, échouent et recommencent. Et recommencent encore jusqu'à ce qu'elles finissent par réussir. C'est un peu comme le mythe de Sisyphe, ce pauvre type qui pousse son rocher tous les jours là. Un jour, peut-être, il goûtera enfin à la réussite d'avoir monté son rocher jusqu'au bout et qu'il ne retombe pas, et il sera acclamé par les critiques, Télérama et les Arocs. Mais ce jour-là, garderons-nous l'image de Sisyphe qui pousse son rocher et échoue tous les soirs, ou bien ne garderons-nous que l'image de sa victoire ? Quoi qu'il en soit, pour dénicher des témoignages sur les essais et les échecs, il faut souvent creuser du côté des contenus de niche. Que ce soit dans des documentaires où l'on voit quelques croquis abandonnés d'artistes célèbres, ou dans des archives poussiéreuses des musées. Ces traces, elles, restent souvent dans l'ombre. A l'inverse, tout ce qui met en avant la réussite d'un artiste est partout à portée de main. Avec l'explosion des réseaux sociaux, on est noyé sous des productions léchées, soigneusement mises en scène, souvent un peu trop idéalisées même. Tout ça floute parfois la réalité des difficultés de notre métier. Mais après tout, n'est-ce pas le but des réseaux sociaux ? Tenez, un autre univers où j'y retrouve la même idéalisation de la perfection, c'est dans le monde du sport. On voit souvent les sportifs et sportives s'entraîner pour une compétition. On suit leur victoire et tout un storytelling secret autour de ça. Les moments difficiles, les blessures et les compétitions deviennent des outils pour créer du suspense et des émotions. Et quand le sportif ou la sportive remporte la victoire, on ressent tout autant sa joie et c'est super efficace.
Mais avez-vous déjà vu un documentaire sur un sportif ou une sportive qui a échoué, qui avait un but précis mais qui ne l'a jamais atteint, mais qui, malgré tout, a tiré une leçon de vie de son échec et a décidé de le partager autour de lui ou d'elle? Perso, j'en ai pas qui me viennent en tête. Tout ça finit par nous faire croire que les sportifs de haut niveau ont une sorte de don, qu'ils sont comme des demi-dieux et déesses qui laissent leur côté divin s'exprimer, en oubliant presque les moments d'échec, les introspections et même les blessures qui ont parfois failli empêcher les athlètes d'atteindre leurs objectifs. Et puis, on parle jamais vraiment de la fin de carrière d'un sportif. La fameuse petite mort, un terme bien choisi car c'est une transition qu'on imagine souvent angoissante, surtout pour celles et ceux dont le sport n'est pas aussi populaire que le foot ou le basket. À croire qu'on a tellement peur de l'échec qu'on ne veut même pas le montrer, comme si l'échec n'avait rien à nous apprendre, un peu comme la mort qu'on regarde d'un œil à peine ouvert, la main sur le visage parce qu'on a trop peur d'y penser. Pourtant, l'échec, tout comme la peur ou la mort, font partie de la vie. On y passe tous à un moment ou un autre. Et pour l'échec, c'est même plusieurs fois dans une vie qu'on y passe. En tant qu'artiste, nos échecs créatifs, ce sont des petites morts qu'on préfère ignorer, espérant qu'elles disparaîtront si on ne les regarde pas, comme des enfants qui se cachent sous leur couette pour éviter les monstres sous leur lit. Mais l'échec, quand on sait l'aborder, est constructif. Quand on prend le temps de se poser les bonnes questions, il devient un tremplin pour nos futures réussites. Et au bout de ces 99 essais, on peut espérer que la 100e soit la bonne, et qu'il nous offre des fruits précieux pour la suite. Mais pour ça, il faudrait peut-être commencer par accepter de montrer quelques-uns de ces 99 essais, non ? L'art a un petit souci. Certains et certaines pensent que tout doit être beau et parfait. Pourtant, la beauté et la perfection sont des notions purement subjectives. Par extension, on pourrait croire qu'un artiste accompli signifie être un artiste parfait. C'est pourquoi nous essayons de le débunker aujourd'hui dans cet épisode d'Homme d'artiste. Beaucoup d'artistes hésitent à montrer leurs essais, leurs croquis ou leurs œuvres inachevées. Pourtant, ces étapes intermédiaires peuvent être tout aussi inspirantes et riches en enseignements que leurs créations finalisées. Bien sûr, rien n'oblige à tout partager, mais dévoiler un petit peu plus notre processus pourrait être bénéfique non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre métier. Cela permettrait de briser certaines idées reçues et pourquoi pas peut-être redorer son blason. Ce serait bénéfique d'abord pour nous, cela nous aiderait à dédramatiser l'échec et à mieux accepter la construction progressive de notre technique et de notre message créatif. On oserait alors plus facilement se lancer dans des projets ambitieux si on intégrait pleinement l'idée que l'échec n'est pas une fin mais un tremplin. Ensuite, pour les autres artistes qui nous suivent et cherchent de l'inspiration, en montrant aussi nos erreurs et nos tâtonnements, on éviterait d'entretenir une fausse image de la création. Cela aiderait chacun et chacune à lâcher prise sur cette quête illusoire de la perfection et à oser eux aussi se lancer sans crainte. Un exemple personnel me revient en tête alors que je vous écris ces lignes. Mes débuts, lorsque je voulais que mes carnets de croquis soient parfaits. Quand le dessin a pris une place centrale dans ma vie, je me suis entouré d'amis et de collègues artistes dont je trouvais les carnets de croquis incroyables. Feuilleter leurs pages me motivait, me donnait envie de remplir les miennes, j'étais complètement fasciné. Mais en réalité, je passais plus de temps à admirer leurs carnets qu'à dessiner dans les miens. J'idéalisais trop leur travail, ce qui me mettait une pression inconsciente tout en me faisant rêver. C'était une sensation assez étrange. Et au fond, avec du recul maintenant, je crois que je me persuadais sans vraiment le formuler que je n'étais pas à la hauteur. En tout cas, pour les standards que j'idéalisais à l'époque. Résultat, je regardais les autres dessiner au lieu de pratiquer moi-même et je stagnais. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que les pages que j'admirais tant n'avaient sans doute rien de spécial aux yeux de leurs autrices. Peut-être même qu'elles paraissaient ratées, car au final, la beauté, la perfection, tout est une question de perception. C'est subjectif. Ce que je trouve incroyable et inspirant, d'autres le jugent basique ou inintéressant, et inversement. Mais revenons à notre sujet. Pourquoi partager nos erreurs peut être utile ? Eh bien notamment pour celles et ceux qui ne sont pas artistes, mais qui suivent notre travail avec intérêt. Merci à eux et elles d'ailleurs. En montrant nos essais et nos échecs, on dévoile la réalité de notre métier. Un processus long, exigeant, où le doute et la persévérance jouent un rôle clé. Cela aide à mieux comprendre que derrière chaque création, il y a des heures de travail invisibles et que tout cela ne doit pas être pris à la légère, surtout lorsque l'on parle de rémunération. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous avons de nouvelles opportunités de mise en avant, mais aussi de nouvelles pressions. On cherche à tout maîtriser, tout lisser, tout optimiser pour l'algorithme, on ne montre que la version finale, calibrée pour capter l'attention en quelques secondes.
Résultat, on oublie ce qui se cache derrière, les croquis jetés, les compositions hésitantes, les allers-retours incessants, tout ce qui fait partie intégrante de la création mais qui reste dans l'ombre. Et encore ça, c'est pour une illustration personnelle. Quand il s'agit d'une commande, c'est pire. On enchaîne les modifications, les versions successives, jusqu'à ce que le fichier finisse par se nommer d'un nom hyper long du style illustration-final-vrai-final-v2 et voit enfin le jour. Mais les réseaux sociaux ne poussent pas tant que ça à montrer ce processus. Une image, c'est consommé comme un carré de chocolat, on le regarde, on swipe et on oublie. Swipe, 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 swipe. Bon, je dis ça, mais je suis un peu radical dans mes propos. Pas mal de créateurs et de créatrices de contenu commencent à conseiller de partager les step-by-step de nos illustrations, nous permettant d'avoir un peu plus de contenu et de créer du lien avec les spectateurs. Comme les timelapses par exemple, démocratisés grâce à Procreate, mais qu'on retrouve désormais dans pas mal d'applications de digital painting. Heureusement, avec ces vidéos accélérées, on peut montrer plus facilement les coulisses d'une illustration. Mais est-ce que ça change vraiment la perception du public ? Difficile à dire. Personnellement, j'aime en poster de temps en temps. Ça me rappelle les spin painting que je regardais ado et qui m'ont beaucoup inspiré. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir de retour et d'engouement sur mon travail. Quoi qu'il en soit, peut-être qu'on pourrait aller encore plus loin dans cette démarche. Pourquoi ne pas montrer aussi les illustrations inachevées ? Vous savez, celles qui dorment au fond d'un carnet ou d'un disque dur, celles qu'on a laissées tomber et qu'on ne retouchera jamais. Les torchons dont on a honte limite. Parce que qui n'a jamais eu une idée qui semblait géniale dans la tête, mais qui, une fois sur le papier, ne fonctionne plus du tout ? Le genre d'illustrations qui sont la sueur et la lutte infinie entre l'idée qui est dans le cerveau et la technicité de la main. Le genre d'œuvre qui parfois demande de s'accrocher pour en tirer quelque chose, mais qui souvent finit par être abandonné dans un coin, en retombant à plat, quoi. Et si, au lieu de cacher ses échecs, on en parlait. Ça rendrait la création plus humaine, plus accessible. Ça montrerait que même les artistes expérimentés galèrent, doutent et abandonnent des projets. Cela pourrait aussi nous permettre de le faire de manière décomplexée, avec humour et de peut-être nous aider à avoir un ton et une humanité qui s'expriment plus facilement pour celles et ceux qui nous regardent sur les réseaux. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous aimeriez voir plus souvent les coulisses, y compris les essais et les ratés ? Ça me ferait super plaisir et je suis très curieux de savoir ce que vous pensez à ce sujet. Donc n'hésitez vraiment pas à commenter, j'ai hâte de vous lire. Il y a peu de temps, je suis tombé sur une vidéo YouTube de l'illustratrice et créatrice de contenu Ectomorph, dans laquelle elle s'interrogeait sur un potentiel problème avec les studios vlog des créateurs et créatrices de contenu. Son but n'était pas de critiquer celles et ceux qui créent ce contenu, mais de questionner sur une tendance qui prend de l'ampleur sur les réseaux, la romantisation de la vie d'artiste. Et franchement, même si au début je ne savais pas où allaient ces réflexions, ça m'a bien inspiré pour cet épisode sur le mythe de l'artiste parfait. Je vous passe un petit extrait pour contextualiser. Une chose qui a été beaucoup reprochée suite à la sortie d'une vidéo qui a généré plein d'autres vidéos par la suite, c'est que beaucoup de personnes ont commencé à avoir un ras-le-bol des contenus de la part d'artistes qui venaient romantiser leur vie en tant qu'indépendants, qui venaient créer du contenu où on est dans des problématiques qui sont complètement aux antipodes de la réalité de chef d'entreprise. C'est quelque chose que j'ai pu reprocher et que je reproche toujours aujourd'hui, le fait que peut-être que effectivement dans le reflet qu'on peut faire de nos activités, des fois il y a un manque de transparence. Il y a un manque de transparence dans le sens où il y a certaines personnes qui effectivement vont faire du contenu qui va être purement esthétique, qui vont faire du contenu qui sont complètement déconnectés des enjeux de l'entrepreneuriat. J'en profite d'ailleurs au passage pour remercier Ectomorph de cette vidéo et pour vous dire que si vous voulez voir la vidéo en entier, le lien sera dans la description de cet épisode, donc n'hésitez pas. Son analyse met en lumière un phénomène intéressant. De plus en plus de contenu sur YouTube, Instagram ou TikTok ne se limite plus au sketchbook tour ou au speed painting. Les studios vlogs ont depuis un moment débarqué et ont permis de côtoyer un peu plus intimement les artistes dans leur milieu naturel. Ces créatrices en profitant pour s'amuser du média, en y ajoutant leur patte graphique et en partageant leur goût cinématographique via le montage par exemple. Ils créent une ambiance autour de leur vie d'artiste et de ce qui les anime. Ce qui est top en soi, quand on aime ce genre de contenu, c'est très plaisant à regarder et ça crée un véritable lien avec nos artistes préférés. Moi-même, j'en suis quelques-uns et quelques-unes sur YouTube et qui font un travail excellent dans ce domaine, tout en mettant en avant leur travail. Mais à force, un schéma commence à se répéter. Même type de décor, même routine, même boisson branchée ou même musique d'ambiance. Parfois même le même type de personnalité créative. Ce qui, au bout de plusieurs visionnages, de plusieurs vidéos et provenant de plusieurs créatrices différentes, peut donner une vision un peu romantisée du métier. Et si ce contenu plaît à ceux qui cherchent cette inspiration, il peut aussi finir par donner une image standardisée, voire idéalisée de la vie d'artiste. Est-ce la faute des créateurs et des créatrices ?
Pas du tout, ce n'est pas le but de ce que je veux dire ici. Ils et elles ne font que montrer ce qui les fait kiffer et grand bien leur face. Je les encourage à 200%. Le souci dans tout ça, c'est que celles et ceux qui ne rentrent pas dans ces tendances et ces esthétiques peuvent se décourager de se lancer et de montrer une autre partie de ce que j'appelle le spectre des illustratrices. Les vrais coupables dans cette histoire sont donc les algorithmes des réseaux sociaux, vous vous en serez douté, qui favorisent certains formats plutôt que d'autres. Et pour être visible, il faut suivre ces tendances, sinon, bye bye. Le problème, c'est qu'en ne mettant qu'en avant qu'un type de contenu, on invisibilise tout le reste du spectre créatif, comme je le disais. Déjà car tout le monde n'a pas envie de forcément s'exposer, lui et son quotidien ou ses inspirations. Certains préfèrent simplement poster leurs œuvres et démarcher directement des clients, ça fonctionne aussi et grand bien leur face encore une fois. Mais si vous voulez attirer des collaborations ou des revenus secondaires via les réseaux, il faut jouer un peu minimum le jeu des tendances et comprendre les outils avec lesquels vous travaillez. C'est pour ça que perso, je fais des reels sur Instagram et TikTok, pour tenter de pump up un peu ma visibilité, tout en me permettant de mettre mon travail en avant. Et par chance, j'aime ça. Donc de ce côté-là, ça va très bien pour moi. Mais si on ne montre qu'un seul style de vie d'artiste, on finit par donner une image un peu tronquée du métier. Comme si, pour être un vrai artiste entre guillemets, il fallait bosser dans des cafés branchés, en buvant du thé matcha ou en fréquentant des expos tendances. Et si c'était pas votre délire, si vous préférez bosser chez vous entouré de votre bazar, si votre boisson consacrée, c'est plutôt un bon chocolat chaud ou une bière, si vos expos fétiches sont loin des circuits habituels, bref, que vous n'êtes pas un hipster bobo parisien. Promis les bobos, rien contre vous, on est dans la même team, ok, hein, je mets de la lofi dans mes prods, on est même team. Si tout ça n'est pas votre délire, c'est évidemment totalement ok, car ce qui est pire que de ne pas suivre une tendance, c'est de se forcer un mode de vie qui ne vous correspond pas. Perso, je ne me vois pas faire du playback cringe sur des trends TikTok et Instagram. Me donner en spectacle, non merci. Je préfère écrire mes vidéos, jouer avec la mise en scène, mais m'imposer un format qui ne me parle pas, non merci. J'ai déjà assez de mal à avoir confiance en ce que je crée, alors si en plus je dois m'exposer dans un registre où je ne suis pas à l'aise, non. Mais quoi qu'il en soit, respect et robustesse à celles et ceux qui s'amusent à le faire, j'admire ça. Bon, j'en étais où dans tout ça ? Ah oui, le souci de ne montrer qu'un seul type de lifestyle d'illustrateur. Le problème avec ça, c'est que si personne ne montre d'autres facettes du métier, comment voulez-vous qu'on perçoive toute notre diversité ? La réponse est simple, en osant montrer l'immontrable, vos vraies habitudes, votre environnement, vos passions, même et surtout si elles ne correspondent pas aux tendances imposées par Instagram, YouTube ou TikTok. Bref, en un mot commençant, en vous assumant comme vous êtes, en montrant votre petit truc en plus. Allez hop, une petite couche d'expérience perso supplémentaire. Il y en a un peu plus, je vous le laisse, ça me fait plaisir. Père Castor, raconte-nous une histoire. Même 2 histoires. Au début de ma carrière, inspiré par des artistes que j'admire, je me suis lancé sur YouTube avec des vlogs. J'aimais l'exercice, mais ça a coïncidé avec ma dépression post-école et le Covid. Mes vidéos sont devenues petit à petit autant des journaux intimes de mon état psychologique que créatif. Après 2-3 vidéos où j'avais l'air fatigué et morose, mon cerveau m'a dit stop, ce n'est pas vendeur, mieux vaut arrêter si tu n'as pas d'état de grâce créatif. J'ai essayé alors de me forcer avec des vidéos sur Inktober, mais sans le mood, c'était pas top. Parce qu'en réalité, je voulais trop coller à une tendance alors que je n'avais que quelques viewers. Car pour moi, à l'époque, un YouTuber devait toujours être pumped up et n'avoir que des vidéos qualitatives et sur des sujets bien précis. Mais en voyant la vidéo d'Ectomorph, je me demande aujourd'hui pourquoi ne pas avoir continué ces vlogs de dépressifs quitte à en jouer avec humour. Peut-être que ça m'aurait aidé à en sortir plus vite de cette mauvaise passe. Sait-on jamais ? Aucune idée. J'ai aucun regret de cette période, mais j'ai quand même un petit agacement d'avoir encore une fois laissé le doute gagner. Tout ça, ça me rappelle un DM que j'ai reçu à l'époque. Quelqu'un m'encourageait en privé, mais m'expliquait aussi qu'il craignait que je me cache derrière ma dépression pour justifier un manque de créativité. En gros, que je risquais de me chercher des excuses. Je lui en veux pas du tout, c'était son avis, et comme je n'ai pas continué, on ne saura jamais s'il avait raison. Mais avec le recul, je trouve ça un peu dommage. Pourquoi je devrais forcément cacher mon mood en tant que créatif ? Dans un métier où l'expression des émotions est essentielle, c'est un peu absurde. Si je veux un monde plus bienveillant, où chacun peut s'exprimer librement, pourquoi ne pas montrer aussi mes moments de faiblesse ? Moi qui cherche des modèles d'artistes hommes cis bienveillants et déconstruits, oui je sais la phrase est longue, si je ne laisse pas ma sensibilité s'exprimer, comment les choses peuvent-elles évoluer ? Comment permettre à d'autres de devenir ces 10 modèles ? À l'époque, je ne le voyais pas, mais aujourd'hui, avec âme d'artiste, je partage mes pensées avec le mood qui va avec. Certains épisodes sont légers, d'autres plus intenses, car c'est moi, tout simplement.
Et si je veux que d'autres osent prendre la parole, même hors des carcans algorithmiques, je dois moi aussi participer à ce monde-là, à mon image. Si tu ne trouves pas de modèle qui te ressemble, essaye alors d'en devenir un. Merci donc Ectomorph pour ce rappel essentiel. Je vais essayer désormais de laisser plus libre cours à mon ton, ma personnalité et ma petite bizarrerie, même si elle ne correspond pas à des standards mis en avant par les plateformes. Sa vidéo est évidemment en description, n'hésitez pas à checker et à partager vos avis. Je serais très curieux d'en discuter avec vous. Bref, tout ça pour dire, vous l'aurez compris, montrez-vous tel que vous êtes. Parlez de ce qui vous passionne, même si c'est niche. C'est ainsi que vous attirerez des gens qui vous ressemblent et contribuerez à représenter l'ensemble du spectre des illustrateurs et illustratrices. Chaque voix compte. Montrons la diversité de nos métiers, chacun à notre manière. Ok, maintenant qu'on s'est dit tout ça, c'est bien, mais comment se mettre dans un bon mindset pour le mettre en pratique ? Se concentrer uniquement sur ce qui est parfait, en occultant ce qui ne fonctionne pas ou ce qui semble raté, ne fait qu'alourdir la pression qu'on s'impose. Imaginez un instant devoir créer sous l'épée de Damoclès de la perfection. L'idée que tout doit être irréprochable, que personne ne doit voir vos moments de doute et vos faux pas. À force, et c'est un peu mon cas, ça finit par vous dégoûter du travail et vous convaincre que ce n'est pas fait pour vous. Mais rappelons-nous que l'échec, c'est tout à fait normal. Prenez l'exemple du bébé qui apprend à marcher. Un exemple que j'adore employer, oui, je sais, vous le savez. Vous ne demanderiez jamais à un enfant de marcher parfaitement dès le début sans qu'il soit tombé des dizaines de fois, non. Ce serait tout simplement cruel. Bon, ok, pour changer d'angle, prenons un autre exemple. Le vélo. Je ne sais pas faire de vélo, mais restez avec moi sur celle-là, ça va vous aider, promis, juré. Est-ce qu'on serait de bons cyclistes sans être tombé pendant l'apprentissage ? Comment trouver l'équilibre si on n'avait pas échoué en tombant ? Et imaginez que vous ayez abandonné comme moi par peur de l'échec, peur de tomber, peur de se blesser, peur de se ridiculiser même. Eh bien, vous vous retrouveriez peut-être comme moi à 35 ans sans savoir faire de vélo, car plus aucune insouciance de la jeunesse et juste la peur incontrôlable de tomber et de se blesser. L'échec, les moments irréguliers et imparfaits font partie du processus d'apprentissage. Tomber du vélo, c'est permettre de comprendre que quelque chose a cloché, que notre équilibre n'était pas le bon, et à force de chutes et de tentatives de pédalage, l'équilibre s'affine et finit par nous faire avancer de plus en plus loin, jusqu'à réussir à faire tout bonnement du vélo, tout seul. Chez moi, on me dit « rien ne tombe de la cuisse de Jupiter ». Cela veut dire que rien n'est parfait tout de suite. Même Dionysos est né d'un accouchement un peu chaotique, sorti de la cuisse de son mascu de père, Zeus. Parce que si tout était parfait dès le départ, eh bien déjà on serait tous des dieux et des déesses, et honnêtement ça serait un peu le bordel, mais surtout on ne tirerait aucune leçon de nos expériences et la vie deviendrait ennuyante si tout se déroulait sans accroc et d'une facilité déconcertante. Boring, boring, boring. Les erreurs, perso, j'essaie de les voir comme des tremplins. Elles nous aident à faire mieux la prochaine fois, comme les chutes en vélo. Nous revenons aux réseaux sociaux et à nos carrières d'illustratrices. Derrière toutes ces trajectoires impressionnantes qu'on admire, combien d'échecs restent invisibles ? Pensez-vous que Pénélope Bagieux ou Anouk Ricard sont arrivées là où elles en sont par hasard ? Bien sûr que non, elles ont bossé, elles se sont cassées les dents sur des projets avant de réussir à trouver leur voie, leur équilibre, le tout en tirant des enseignements de leurs échecs, de leurs chutes. Et désormais, elles sont basées de chez basées, récompensées de leurs efforts grâce à tous ces embûches qu'elles ont traversées. Elles avancent en vélo maintenant tranquillement et avec succès. Alors, n'ayons plus peur de l'échec et surtout, osons les montrer de temps en temps. Partageons parfois nos parcours, les étapes qui nous ont amenés là où nous en sommes dans notre métier, pour nous et pour les autres, pour leur montrer qu'on passe tous et toutes par là avant d'être l'artiste parfait entre guillemets que les réseaux sociaux montrent de nous. Luttons contre les mythes, les idées reçues et décompressons la pression pour celles et ceux qui veulent se lancer ou qui sont déjà dans l'aventure. Arrêtons de voir tout sous le prisme de la perfection et osons nous planter. Soyons fous même et devenons un peu les jackasses de la création. Montrons aussi nos idées foireuses, nos projets ratés qui font partie de notre chemin vers la réussite créative. Restons fidèles à notre humanité et montrons-la à notre manière, sans jugement. En bref, osons l'imperfection. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Déjà que la perfection, c'est purement subjectif. Chercher à l'atteindre à tout prix ne sert à rien si ce n'est de se foutre une pression de malade monstre. Le mieux, c'est de viser à être la meilleure version de soi-même, que ce soit en illustration ou dans la vie de tous les jours. Alors arrêtons de se torturer avec cette quête de perfection qui, au final, ne fait que nous encombrer. Et inspirons les autres en nous montrant sous toutes les coutures, même les moins magnifiques.
On l'a vu également, mais tout ça vient en grande partie d'un manque de partage de nos expériences ratées, de nos occasions manquées et surtout d'une sous-exploitation du travail en amont qui fait qu'une victoire puisse exister. Parce qu'on ne le dit pas assez, derrière chaque victoire, il y a sans doute 99 échecs, avec toutes les émotions et embûches qui vont avec. Et parfois, avant d'en arriver là, on a déjà abandonné une première, voire une deuxième fois, découragé par l'échec. Mais doit-on enterrer tout ça dans un coin obscur de notre bureau ? Absolument pas. Au contraire, on doit les garder quelque part et les montrer de temps en temps pour se souvenir de tout ce qu'on a traversé avant d'arriver à cette victoire. Et aussi pour aider celles et ceux autour de nous à comprendre le vrai processus derrière chaque succès. Alors ne nous privons pas de partager nos gribouillis ratés, nos vidéos bancales et nos projets foireux, parce que parfois c'est justement là qu'on trouve de nouvelles idées, fraîches et prêtes à marcher. Alors ne les sous-estimons surtout pas. Et c'est encore plus vrai dans un métier aussi viscéral que le nôtre où l'inspiration vient de partout. Si on ne voit que la perfection des autres, ça peut facilement mener à de grosses crises d'angoisse, voire à une paralysie de créativité quand on veut se lancer. Alors aidons-nous à alléger cette pression de la perfection, enlevons cette épée de Déméclès et reposons-la sur le mur et montrons notre humanité imparfaite à travers nos dessins, nos vidéos, nos créations et échangeons pour qu'on puisse tous et toutes avancer ensemble. Si chacun de nous fait un petit pas dans cette direction, je suis convaincu que le métier d'illustratrice deviendra déjà plus supportable et inspirant. Donc bon, du coup, je vous pose cette simple question. Qu'est-ce que vous avez raté récemment et comment vous allez en parler ? C'était le 23e épisode d'Âme d'Artiste, les amis. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire, mais n'hésitez surtout pas à le liker, le commenter et le partager autour de vous afin de sensibiliser le plus de monde possible à enfin oser se montrer fièrement imparfait. C'était un épisode pas simple à écrire car j'avais vraiment peur de me mélanger les pinceaux. J'espère qu'il vous apportera pas mal de réflexion. J'ai très hâte de lire vos retours pour le savoir. C'est pas concrètement un des plus gros mythes sur le métier de l'illustration, mais comme c'est quelque chose qui peut insidieusement se trouver en nous et nous empêcher d'avancer, en plus d'être quelque chose que j'ai personnellement vécu, cela me paraissait nécessaire d'aborder un peu ce sujet. Donc merci à Bérénice Guérin de m'avoir glissé l'idée de cet épisode lors de l'une de nos nombreuses sessions coworking. Merci également à Ectomorph d'avoir nourri un bon chapitre de cet épisode avec sa vidéo. Merci aussi à Laurent Bazar pour le générique incroyable que vous pouvez écouter à chaque épisode. Et enfin, et surtout, merci à vous de m'écouter. C'est grâce à vous que tout ça est possible et ça me fait super plaisir. Merci aussi à celles et ceux qui prennent le temps de m'écrire en commentaire ou en DM. C'est toujours un régal d'échanger avec vous. Allez, sur ce, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode et en attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous et de votre âme d'artiste. C'était Lutte. La bise.